Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour Pierre, merci d'être ici à Panis à nouveau. Oui, on sait qu'on n'a pas pu se revoir avant pour plein de causes, et surtout la plus importante cette année. Mais je reviens ici, c'est pas l'homme qui vient, c'est le cœur. Parce que j'ai été subjugué par l'endroit et puis cette famille qui a redonné une vie à cet endroit historique. Et toi, en grand maître des lieux qui a su justement initier ça, j'ai été profondément touché de cette visite et je reviens un peu chez un ami. Merci Pierre. Ouais, Panis, effectivement, c'est plusieurs choses. C'est vrai que les bâtiments qui nous entourent sont historiques, c'est un bien grand mot, mais enfin ils ont quand même plus de 500 ans. La porte devant laquelle nous nous trouvons est pratiquement unique, puisqu'il n'y en a que 2 comme ça en Provence. Et surtout, c'est vrai qu'elle a été habitée par des gens qui, eux, sont de réels personnages, puisque cet endroit a été fréquenté très souvent par Antoine de Saint-Exupéry, tout simplement parce que le propriétaire des lieux était un de ses camarades de lycée, de pension même, ce qui est encore mieux. Ils se sont jamais quittés, ils ont toujours été en relation. Et Antoine de Saint-Exupéry venait ici pour faire la fête, en particulier avec Mermoz, mais aussi avec Giono et avec Pagnol. Et Pagnol, le nom de Panis lui est resté dans l'oreille, et le maître Panis de la trilogie vient à peu près de façon certaine de ses voyages à Panis. Voilà. Quant à moi, tes remarques sont sympathiques. C'est vrai que je me suis installé ici après ma retraite, puisque rien ne me préparait à faire de l'huile d'olive. J'étais pilote de chasse, pilote d'essai. C'est quoi un pilote de chasse et d'essai? Il fait quoi exactement? Un pilote de chasse, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Non. C'est quelqu'un qui essentiellement pilote des monoplaces ou des biplaces de combat pour se préparer à la défense de la France, en termes un petit peu pompeux, mais enfin c'est ça la base. Ça, bien sûr. Mais par exemple, poser une question. Tu as volé sur le fameux F1? J'ai volé le fameux F1, oui, qui est un vieil avion. J'ai volé en tout sur à peu près 90 types d'avions différents, parce que non seulement j'ai été pilote de chasse, donc j'ai commencé ma carrière sur Mirage 3, sur Jaguar, mais j'ai aussi fait à peu près tous les avions français, sauf le Rafale, mais le de Mirage 2000 en particulier et les autres. J'ai fait des avions comme le Météor des années 50 et jusqu'au Mirage 2000 qui vole encore actuellement. Mais comme j'ai fait mon école de pilote d'essai en Angleterre, j'ai volé sur des tas d'avions, y compris le Fantôme américain sur lesquels j'ai fait ma thèse, sur tous les avions anglais de l'époque, des Italiens, enfin bref, et même des Suédois. Voilà, donc c'était un peu particulier. Et quand j'ai pris ma retraite, on a décidé de s'installer dans cette maison. Il y avait 5000 oliviers autour, je ne me suis pas méfié. Je n'ai pas réalisé un peu le travail que ça représentait. Tant que je travaillais, ça ne me coûtait rien de vendre la production à un moulin, au meilleur moulin de la vallée des Baux. Et après, quand j'ai pris ma retraite, on a décidé de retrousser les manches et de trouver tout ce dont on avait besoin pour présenter un produit. C'est dommage, on aurait dû même le présenter. Et donc je disais que il y a 8 ans, quand je me suis réellement installé ici, j'ai découvert que j'avais un produit, j'avais des olives en fait. Oui. Autour, il y a à peu près 5000 oliviers en AOC Provence, en AOP Provence maintenant. Oui, AOP. Et on avait 0 client, à part le moulin, qui nous rachetait gentiment notre huile, parce que de toute façon on n'aurait pas su quoi en faire. Donc il a fallu trouver des bidons, des bouteilles, faire le dessin de l'étiquette. Ça, je dois ça à mes enfants qui ont participé activement au design, et à une amie d'une de mes filles. Puis après, il a fallu partir à la chasse aux clients. Et ça a été vraiment une expérience à laquelle je n'étais pas vraiment préparé. Voilà.
Et ma foi, en allant de salons professionnels, en mail par internet, on a réussi à se faire une clientèle qui maintenant, je suis assez content, puisque je suis plus trop à la recherche de clients et que c'est maintenant les clients qui viennent vers moi. Voilà. Oui, parce qu'en plus, toi et ta famille, vous avez pris le métier à bras-le-corps, c'est certain, mais en plus, tu payes de ta personne. Parce que c'est un métier à quasi temps complet, pas tout à fait, mais presque, puisqu'en fait, mon fils, qui lui aussi est dans l'armée de l'air et qui lui aussi a des oliviers, mais en haie fruitière pour faire de l'huile de France, lui s'occupe de toute la partie production. Oui. Donc ça, c'est quand même un gros morceau dont je n'ai pas à me soucier, mais je fais le reste, c'est-à-dire tout ce qui est l'administration, le marketing, la pub, et puis surtout la préparation de commandes et l'expédition des commandes. Donc je passe quand même de très très nombreuses heures dans ma petite huilerie qui est là-bas, à faire mon embouteillage, à mettre dans les cartons, à faire les palettes, à appeler le transporteur, etc. etc. Alors, moi, il y a une question qui me turlupine, c'est comment on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais comment passe-t-on sur le plan de l'éducation et surtout de la compréhension du mécanisme de la transformation des olives pour avoir une telle qualité qui font que tu te restes les médailles? Oui, la qualité, en fait, j'ai envie de dire que j'y suis pour rien. Hein. On a des arbres qui ont été bien plantés, qui sont de bonne variété. Le terrain est très riche puisqu'on est dans la plaine alluviale du Rhône. Et deuxième point, ce qui est extrêmement important, c'est le moulinier. C'est que c'est le moulinier qui fait de la bonne huile avec de bonnes olives. Et là, on travaille avec le moulin Castellas, dans lequel j'ai toute confiance. C'est mon fils qui l'a trouvé, il a fait le tour de tous les moulins de la région. Il a dit c'est là qu'il faut aller et je crois qu'il avait raison. Le propriétaire est quelqu'un qui a une formation d'ingénieur. Son moulin n'est pas romantique, c'est un laboratoire de chimie. Je veux dire par là que c'est extrêmement propre, extrêmement surveillé, etc. Et c'est ça qui fait la bonne huile. Il faut oublier l'âne qui tourne avec une meule, ça c'est vraiment le passé, et ça faisait pas des bonnes huiles. Oui, c'est peut-être romantique, mais je pense pas que ce soit là qu'on fera ce qui sort. Il y a des tas de choses qui peuvent nuire à la qualité de l'huile dès le départ. C'est la température à laquelle a lieu la trituration, le contact éventuel avec de la poussière, le contact avec l'oxygène, etc. Et puis surtout, il faut que quand on amène les olives au moulin, elles soient triturées, on dit plus pressées, elles sont triturées dans les 12 heures à peu près. C'est ça qui fait la qualité d'un fruité vert. Bon, si on a des médailles, il n'y a pas de secret. Il se trouve qu'au dernier concours de Nyons, des huiles d'olive en appellation d'origine, il y a eu 25 médailles d'or. Panis, avec ses deux huiles en 4 lots, a eu 4 médailles d'or. Donc on est les seuls d'ailleurs, je crois, en France, à avoir 4 médailles d'or. Donc c'est une belle récompense. Mais je la partage très volontiers avec le moulinier. Alors quand on parle de produits souvent, et d'excellence, on se pose toujours aujourd'hui la question, mais que mettent-ils dedans? Est-ce qu'on rajoute des produits ou est-ce que c'est le naturel? Ah bah ce sont des huiles d'olive vierges, c'est-à-dire qu'elles sont faites uniquement avec des olives. Après, il y a la notion entre vierge extra sur laquelle on pourrait revenir si tu veux. Mais il y a des huiles d'olive aromatisées, bien sûr. Et là, il y a encore deux façons de faire. On peut ajouter des arômes, ce qui n'est pas, à mon avis, ce qu'il y a de mieux. Soit on peut faire comme justement le fait mon moulinier, presser, par exemple, les cédrats en même temps que les olives pour faire de l'huile au cédrat, ou avec du basilic, ou j'en passe et des meilleurs. Là, il intègre les produits au fur et à mesure de la création de l'huile. Ça, ce sont des vraies huiles aromatisées telles que je les conçois, telles que je les comprends. Maintenant, une huile d'olive vierge extra ou une huile d'olive vierge ne doit rien avoir d'autre que des olives, bien sûr. Ça, je pense que il fallait le préciser parce que quand on regarde les étals, je ne veux pas parler des supermarchés, mais de beaucoup d'endroits, avec des gens qui se prétendent des vendeurs d'huile d'olive de Provence et compagnie, on voit n'importe quoi. Et quand on goûte, c'est aussi n'importe quoi. Je ne vais pas dire que c'est n'importe quoi. Je fais partie d'un groupe de goûteurs agréés auprès de la Maison des agriculteurs d'Aix-en-Provence. Et je suis souvent appelé à faire l'homologation d'huile d'olive.
Et c'est vrai que dans les huiles qu'on goûte, il y en a qui sont un petit peu ternes et d'autres qui sortent du lot. Il y en a qui ont vraiment des arômes, d'autres qui en ont moins. Généralement, elles n'ont pas de défaut, mais il y a des huiles qui ont moins de qualité que d'autres, on va dire. Voilà, la richesse en arômes, c'est quelque chose de très important. Et tout à l'heure, j'ai oublié de le mentionner, on a parlé d'huile d'olive vierge extra. Le fruité vert, c'est une huile d'olive vierge extra, c'est-à-dire qu'il y a en particulier 2 critères. 1, la température n'a jamais dépassé 27 degrés pendant la trituration. 2, le taux d'acidité est inférieur à 0,8 g par litre. Voilà, c'est un critère qui permet entre autres de juger du vieillissement de l'huile, ce fameux critère des 0,8 g. Là, il y a du noir d'olive maturé. Alors ce noir d'olive maturé, il est fait avec les mêmes olives, ramassées en début de saison, mais au lieu d'être trituré le soir même ou dans la nuit, comme pour le fruité vert, le moulinier met dans des caissons étanches à l'oxygène les olives qui vont rester et qui vont fermenter pendant environ 6 jours. Ensuite, on fait un calcul, on regarde quelle est la température des olives la première journée, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Et quand le cumul des températures atteint un certain niveau, le moulinier décide de passer à la trituration. Et autant là, on a des arômes qui sont des arômes d'herbes fraîches coupées, d'artichauts crus, en particulier, c'est vraiment ce qui se distingue le plus rapidement. Ici, on a des arômes qui sont complètement différents, puisqu'on a de l'olive noire déjà en premier lieu, du champignon, de la truffe, du sous-bois, donc c'est complètement différent. Et je remarque que les grands chefs, puisque j'ai quand même beaucoup d'autres grands chefs que toi qui font confiance. Heureusement d'ailleurs, et j'espère qu'il y en a encore non, plein d'autres. Pas beaucoup d'ailleurs, c'est faux, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns qui sont de qualité me semble-t-il. Eh bien il y a une nette préférence dorénavant pour le noir d'olive maturé que pour le fruité vert. C'est-à-dire que le fruité vert, tout le monde si j'ose dire, tout le monde en fait. En Italie, en Espagne, en Grèce, en France et ailleurs. L'olive maturée, il n'y a qu'en France qu'on en fait. C'est un peu une recette à l'ancienne mais améliorée qui fait que les gens redécouvrent et j'observe un engouement extraordinaire. Alors, là, on parle de un peu ce qu'il faut acheter, le conseil d'achat, comment c'est fait pour être tranquille et savoir ce qu'on achète. Mais c'est fait pour être consommé. Bien sûr. Hein? Alors, toi par exemple, sur quelle chose tu pourrais conseiller chacun de ces produits? Alors moi, je ne suis pas un chef, je suis encore moins étoilé, enfin dans l'armée de l'air je l'étais, mais là je ne le suis pas. Pour faire rapidement, on pourrait dire le vert pour le froid, le noir pour le chaud, mais c'est pas complètement exact. Rien n'empêche de mettre un filet de fruité vert sur un poisson qui sort du four par exemple, mais le noir ça va plus avec le chaud. Je sais que personnellement on l'utilise sur des écrasés de pommes de terre, avec un petit peu de parmesan, sur les pâtes fraîches bien sûr, mais aussi sur tous les légumes cuits à la vapeur, où il suffit d'un filet d'huile d'olive maturée pour obtenir quelque chose. Et c'est vrai que sur l'artichaut, une vinaigrette avec du noir d'olive, c'est tout à fait exceptionnel parce qu'il y a cet artichaut qu'on ressent un peu dans l'huile et bien sûr dans le légume lui-même. Et puis il y a aussi une curiosité que j'ai découvert grâce à un chef, c'est que le noir d'olive sur du fromage de chèvre, c'est excellent, ça apporte quelque chose de particulier. C'est un petit peu plus original que pour tout ce que j'ai dit auparavant. Et au niveau des viandes? Nous, on en use et on abuse. J'ai un gendre qui, la semaine dernière, nous a fait goûter une pièce de viande qu'il a simplement badigeonnée d'huile, de herbes de Provence, et ensuite il a mis tout ça sous une montagne de sel, sans le faire cuire donc, laissé 3 jours au frais, et après on a mangé ça cru, et c'était délicieux, et on sentait bien encore justement l'huile. Une huile qui a des arômes, on l'aperçoit beaucoup plus facilement qu'une huile qui manque d'arômes, qui peut être de qualité un peu inférieure. C'est là qu'on fait la différence. C'est qu'avec une huile qui est vraiment une bonne huile, qui a vraiment des arômes riches, on le perçoit à la dégustation, alors qu'une huile un peu terne, elle va disparaître, on la sentira beaucoup moins. Et fruité vert alors? C'était du fruité vert qu'il avait utilisé, parce que justement c'est une viande mangée froide, elle n'est pas cuite, elle est cuite par le sel. Voilà, le fruité vert pour toutes les salades. Il n'y a rien de tel, mais ça n'empêche pas de l'utiliser ailleurs, c'est vrai.
Mais il y a une petite différence. Elles sont aussi différentes, j'aime dire, c'est un vin blanc et un vin rouge, ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. Ah ben ça c'est sûr. Voilà. Ce sont deux huiles d'olive faites avec les mêmes olives, récoltées à la même époque de l'année, c'est-à-dire en début de saison, pendant qu'elles sont vertes, légèrement tournantes, c'est-à-dire violacées. Voilà. C'est pas du tout... Avant on l'appelait fruité noir, et l'Europe a considéré que c'était un peu tromper le client, parce que c'est pas fait avec des olives noires. Voilà. Donc maintenant c'est pour ça qu'on l'appelle noir d'olive maturé, ou goût à l'ancienne, j'aime pas trop cette dénomination. Oui, elle est rabâchée partout. Ouais. Alors, mon cher ami, on s'est parlé à cœur ouvert, qui en plus a confirmé ce que je subodorais déjà et je savais déjà. Je suis très heureux de voir que ça décolle, alors que beaucoup de sociétés ne peuvent pas en dire autant. Et je voudrais te remercier une fois encore m'avoir permis de venir passer un moment dans ta belle maison. Et puis surtout de pouvoir faire tout à l'heure une petite rencontre avec notre amie Josie, la princesse de l'Ail Noir, et cette jeune femme que je vais te présenter, qui a des qualités exceptionnelles. C'est une bosseuse, elle est pleine d'idées, elle a même fait un vinaigre balsamique au chocolat. Alors, je suis content de te le présenter parce que de toute façon, une bonne huile d'olive avec un bon vinaigre balsamique, ça peut donner qu'un produit de grande qualité. Et je pense qu'elle est curieuse de te rencontrer. Alors, merci aussi d'avoir accepté. C'est moi qui te remercie. Voilà. Moi qui te remercie. Ça fait toujours plaisir de recevoir des personnes de ta qualité. Oh, c'est gentil. Pas toujours été comme ça. C'est l'âge maintenant. Oui, tu diras, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Hein. Ouais. Voilà, allez. Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup. The things that I will do